Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, c'est Enishi et Zalela. Donc dans cette vidéo, on va reprendre nos cartes. Donc souvenez-vous, pour ceux qui suivent depuis longtemps, entre guillemets, souvenez-vous, pardon, au début de mes vidéos, je plaçais les royaumes bibliques, donc chose qu'on a quand même découvert, en tout cas on a découvert pas mal de choses. On a vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas du tout au bon endroit. Et là, on va maintenant s'attaquer au mont Sinaï, aux Ammonites et au royaume de Séba et au royaume de Saba. L'un dans l'autre, c'est la même chose. Et on va faire un petit aparté sur les points cardinaux pour savoir est-ce que les points cardinaux sont bel et bien au bon endroit. Donc on attaque direct avec les points cardinaux. Donc la rose des vents. Donc tout le monde sait, alors d'aujourd'hui, dans le monde, on va dire occidental, que le nord est ici, le sud est en bas, l'ouest est à gauche et l'est est à droite. Mais finalement, la question qu'il faudrait toujours se poser, comme j'aime bien le dire, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Ok. Donc c'est pour ça que je me demande que nous dit l'histoire et les textes les plus anciens au monde, la rose des vents est-elle vraie? Est-elle vraie, pardon. Donc c'est ce que nous allons vérifier. Carte inversée. Une carte inversée est une carte du monde qui utilise une représentation inverse de celle traditionnellement utilisée. Le sud y est orienté vers le haut de la carte et le nord vers le bas. Ce genre de carte est généralement utilisé en Australie, en Nouvelle-Zélande, ainsi que dans d'autres pays de l'hémisphère sud. La carte est généralement centrée sur l'Indonésie ou l'Australie avec l'Europe et l'Amérique sur les côtés. Donc ça, bref, peu importe. Regardez ici, histoire, c'est en 1154 qu'Al-Idrissi, cartographe et explorateur du XIIe siècle, dessine la première carte du monde. Cette carte du monde avait le pôle sud vers le haut et le pôle nord vers le bas, et la Kaaba était dans le centre. Pardon. Plus tard, les cartographes occidentaux ont tourné la carte à l'envers, comme d'habitude. Le pôle nord était vers le haut et le pôle sud vers le bas, mais la Kaaba était toujours au centre. En 1979, MacArthur, qui place l'Australie et le sud en haut. Ok, donc MacArthur, il sort la MacArthur Universal Collective Map of the World. Il dit que le sud est en haut. Donc finalement, si on fait entre guillemets un combat, entre guillemets, Karl Edrissi, ici, qui est le plus ancien cartographe des cartes du monde, du XIIe siècle, lui dit que la représentation du monde est comme cela. Okay, donc en fait, le sud serait vers le haut et non pas vers le bas. Et les occidentaux qui arrivent, qu'ils disent que finalement, Karl Edrissi avait tort, il redresse cela, mais MacArthur lui vient, il dit que Karl Idrissi finalement il a raison. Donc en fait, si on fait entre guillemets un combat, entre guillemets, c'est comme si en fait ici vous avez 2-1. Ok. Donc Karl Idrissi plus MacArthur. Donc en fait finalement la question c'est qui a raison. Mais déjà, ça commence très mal pour les deux occidentaux. On a déjà vu dans nos vidéos que les cartographes, en tout cas les cartographes occidentaux, sont bel et bien des menteurs. Ok. On a déjà vu dans nos vidéos que les royaumes bibliques ne sont pas placés au bon endroit, donc déjà ça ne nous étonne pas que l'auteur en fait ait mis ce genre de choses envers les occidentaux. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est que est-ce que c'est les anciens cartographes qui ont raison ou est-ce que ce sont les cartographes occidentaux qui ont raison? C'est la question qu'il faudrait se poser. Mais déjà, ça commence très mal pour les cartographes occidentaux. On sait bien qu'ils ont déjà fait pas mal de gaffes. Et bon, on va quand même vérifier. Et après aussi, pardon, j'avais même oublié de le dire, c'est qu'en fait finalement, c'est normal que les cartographes occidentaux, en tout cas c'est normal que les occidentaux inversent la carte, car on sait très bien que ce qui est en haut, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur par rapport à ce qui est en bas. Donc forcément, si vous voyez votre pays, entre guillemets, sachant que vous êtes, bien sûr, maintenant vous êtes dominateur, entre guillemets, donc vous aimerez que vos pays, bien sûr, soient vers le haut et les autres vers le bas. Ok, donc forcément,
lorsque vous allez dans le monde occidental, forcément, eux, ils voudront que, bien sûr, l'Europe soit en haut, tout simplement. Donc ici, encore une autre source, on nous dit la carte Mercator a été créée afin de faciliter la navigation des marins. Donc ici, donc la carte occidentale, comme ça, la carte Mercator, elle a été pour faciliter, soi-disant, la navigation des marins. Ils pouvaient ainsi tracer des lignes droites, des port en port, pour naviguer de façon précise. Si l'on compare cette carte avec les réalités des superficies des pays ou continents, il apparaît clairement que la carte est disproportionnée. Le monde est modifié, l'Amérique du Nord apparaît plus grande que l'Afrique, alors que la superficie de l'Afrique est supérieure. Effectivement, c'est vrai que lorsqu'on voit l'Amérique du Nord, on a l'impression que l'Amérique du Nord est beaucoup plus grande que l'Afrique. On nous dit que l'Afrique est beaucoup plus grande que l'Amérique du Nord. Oula. L'Europe est représentée plus grande que l'Amérique du Sud, ce qui n'est pas le cas. Cette carte a tendance à surgérer la taille de l'hémisphère nord. C'est au XVIIIe siècle qu'elle va devenir standard. Donc vous voyez, c'est qu'au XVIIIe siècle que cette carte en fait va devenir standard. Même si sa manière de représenter le monde est erronée, la carte australie-centrique modifie sa perception en ayant une meilleure précision de la taille des pays et des continents. Donc l'Australie-centrique, c'est de dire que l'Afrique et l'Australie sont vers le haut et que l'Europe est vers le bas. Donc cette source nous dit que l'Australie centrique, c'est une carte qui est beaucoup plus proportionnée par rapport à les cartes standards qu'on nous distribue à l'école et qu'on voit tout simplement à longueur de journée dans les cours d'histoire. Donc déjà, ça nous pose énormément de problèmes car finalement, nous qui pensions savoir des choses, on apprend que les cartes d'Australie centrique sont beaucoup plus précises que les cartes standards, des cartes entre guillemets européennes, occidentales. Donc on va encore chercher, élucider encore ce fameux mystère du nord et du sud et de savoir en fait qui a raison. Donc on va s'intéresser à l'ouest et à l'est. Donc ici, regardez ce qu'on nous dit. Donc ici, on ne va pas rentrer dans les langues africaines comme on a l'habitude de faire ou dans les langues hiéroglyphiques. Wikipédia suffira largement pour comprendre que veut dire l'ouest et l'est. Car en fait, le sujet du jour n'est pas que veut dire l'ouest, que veut dire l'est. Hein. Le sujet du jour, c'est juste savoir est-ce que la rose des vents est bel et bien située. Comme cela. Ok, donc on va voir, l'ouest est un point cardinal opposé à l'est. Ça on sait, et il correspond au point moyen de la direction du coucher du soleil. On l'appelle aussi couchant, ponant ou occident. Ok. Et là on nous dit, étymologie, le mot ouest attesté dès le XIIe siècle est un emprunt au anglais ouest, lui-même d'origine germanique, provenant de l'allemand, hollandais ouest. Ce mot est construit sur les racines indo-européennes, blablabla. Ça c'est pas important. Donc soir à comprendre comme coucher du soleil. Le latin vesper est à l'origine du terme français vêpres qui désigne ainsi l'office chaotique célébré le soir. Donc on comprend que l'ouest est associé à l'occident et l'occident c'est le côté du soleil, en tout cas c'est le côté où le soleil se couche. Ok? L'ouest c'est le côté où le soleil se couche. Et l'est, du coup, vu que c'est de l'opposé, forcément, donc l'est est un point cardinal opposé à l'ouest, il correspond au point moyen de la direction du lever du soleil, donc on l'appelle le levant, l'orient, et là, on nous dit que en étymologie, le mot provient du anglais east, celui-ci se rattachant à la racine indo-européenne et signifiant aurore, il s'apparente au grec ancien, Eos, qui veut dire aurore. On sait qu'aurore, c'est le petit matin, entre guillemets, l'aurore. Hein. Donc, on voit bien que l'Est correspond à le Levant, correspond à l'Orient. Donc finalement, c'est très simple, c'est que l'Occident, l'Ouest, ça correspond le côté où le soleil se couche, et l'Orient, c'est
le côté où le soleil se lève. Et donc ici, c'est très simple, c'est de chercher finalement que veut dire sud, que veut dire nord, tout simplement. Donc, comme d'habitude, on est parti voir l'étymologie. Donc, étymologie du sud. Sud est un nom ou un adjectif invariable. Il est emprunté à l'ancien anglais south, lui-même déformé du saxon sund, désignant le soleil. En ancien français, le sud avait pour équivalent le terme de midi, désignant le moment où le soleil était à son apogée. Il est alors opposé du septentrion. Nous savons que le septentrion, c'est l'opposé du sud, c'est-à-dire le nord. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend ici étymologiquement que le terme sud veut dire le terme, en tout cas, vient du saxon sun qui veut dire le soleil. Nous savons que le soleil, c'est quelque chose qui est vers le haut. Et nous savons aussi également, on apprend aussi à l'école, que le soleil est à son apogée ou est à son zénith lorsqu'il est midi. Et on nous apprend que midi autrefois voulait dire le sud. Donc on apprend ici étymologiquement que le sud en fait serait vers le haut. En tout cas, le sud désignerait le haut. Étymologie, donc on est parti voir aussi le nord. On nous dit, il vient de north, lui-même issu du proto-germanique nurta, ner, gauche. Et là, regardez, on nous dit au lever du soleil. Nous répétons, au lever du soleil. Donc, si on fait une toute petite analyse, on nous dit que sud veut dire soleil et ça veut dire également midi. Donc ça veut dire en fait quelque chose qui est vers le haut. Ok? Et on nous apprend que le nord, qui vient de Nurta de Ner, gauche, et qui veut aussi dire au lever du soleil. Donc on est bien d'accord que lorsqu'on dit au lever du soleil, ça veut dire que le soleil n'est pas visible. Donc si le soleil n'est pas visible, c'est qu'entre guillemets, il est à l'opposé de quelque chose qui est vers le haut. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ici que le sud, c'est le soleil, donc c'est ce qui est en haut, et le nord, c'est le lever du soleil, donc par opposition, c'est ce qui est en bas, donc c'est le septentrion. Ok? Et regardez, pour achever tout cela, une autre source, c'est The British Academy. Donc, une communauté judo-araméenne à Éléphantine en Égypte au 6e et 5e siècle avant JC. Donc, vous voyez ce document, 6e siècle et 5e siècle avant JC. Donc, avant l'an 0, 5 siècles et 6e siècle avant JC. Donc, traduit par un professeur en théologie, d'hébreu, bon, c'est pas vraiment hébreu, mais bref, c'est pas grave ça, et Ancien Testament à l'université de Louvain. Donc moi j'ai bien précisé hébreu, c'est plutôt professeur d'hébreu moderne. Mais bref, peu importe. Donc ça c'est un document vachement ancien. Donc ce sont des personnes qui ont vécu bien avant nous. Ok? Donc regardez ce que dit ce document. Ce document dit que le nord est signifié comme le côté inférieur, le sud comme le côté supérieur. Supérieur, soleil, nord, septentrion, ce qui est vers le bas. Donc déjà, le document plus ancien que n'importe qui nous dit que le nord, côté inférieur, le sud, côté supérieur. Et regardez ce qu'on nous dit. Se relève en effet du nord-sud, mais plutôt en rapport avec le cours du fleuve. Qu'est-ce que ça signifie, le cours du fleuve? C'est-à-dire que pour les Égyptiens, parce que là on parle des Égyptiens et des Babyloniens, donc, donc les Égyptiens et les Babyloniens, en fait il faut savoir, on l'a déjà vu, que le Nil, en fait le Nil qu'on voit en Égypte, en tout cas le Nil qu'on voit en Égypte, en fait c'est la fin du Nil. Car le Nil en fait se jette après dans la mer Méditerranée. Mais le Nil ne vient pas d'Égypte. Nous avons déjà vu que le Nil vient de l'Ouganda, du Burundi, du Congo.
Donc sa principale source est là-bas. Donc en fait, pour les anciens Égyptiens, les anciens Babyloniens, la source du Nil était le haut, et non pas la fin du Nil, qui est alors aujourd'hui considéré comme le haut. Ok, donc pour eux, entre guillemets, le haut du Nil, c'était le sud, et le bas du Nil, c'est-à-dire en Égypte, c'était la fin du Nil. Et donc, étymologiquement, sud veut dire vers le haut, nord veut dire vers le bas. Donc nous sommes partis encore appuyer, bien entendu, ce que tout le monde dit. On est parti voir comment dit-on le nord et le sud en hébreu moderne. Donc, en hébreu moderne, on dit Tsafon. Ok, donc le nord, vous voyez bien, le septentrion, Aquilon, vent du nord, etc. Ça vient de Tsafan, ils disent. Et Tsafan, regardez, ça veut dire caché. Caché, garder précieusement, se cacher, caché, mis en découverte. Or, nous savons que le soleil se lève et le soleil se couche. Lorsque le soleil se couche, il fait nuit. Donc lorsqu'il fait nuit, ça veut dire qu'en fait, finalement, le soleil il disparaît. Donc disparaître, c'est comme si en fait le soleil était caché vu qu'il n'a plus sa lumière. Et donc là, vous voyez bien que le nord ici, le nord est associé à ce qui est caché. Donc en fait, finalement, ce qui est caché, en fait, c'est ce qu'il y a vers le bas. Et regardez ici, si vous allez voir le terme Eretz, ça veut dire la terre, ça veut dire le sol. Et regardez ce qu'on nous dit, ça veut dire le septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Et donc la terre, le territoire, le sol, c'est ce qu'il y a en bas. Donc le nord est bien en bas. Et regardez ici, le sud, on dit Negev. Negev, regardez le sud associé au midi. Et regardez ici, c'est en milieu de journée entre midi et 15h que le rayonnement des UV est le plus fort. Donc c'est en milieu de journée que le soleil est à son zénith. Donc vous voyez bien que le sud, le midi et le soleil qui apparaît sont bien et bien associés. Et donc, finalement, ce sont les Australiens qui ont raison. Le sud est bien en haut et le nord est bel et bien en bas. Et donc ici, c'est ce qu'on a marqué ici. Donc finalement, les gagnants, comme d'habitude, ce sont les anciens. De toute façon, vous verrez que c'est rarement les occidentaux qui l'emportent. Okay, et là, regardez, je vous ai mis ici l'étranger, finalement, car si vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, ceux qui habitent vers le bas, ceux qui habitent dans les territoires cachés, les territoires de sol, finalement, ce sont les pays des hommes rouges. Par contre, tout ce qui est vers le haut, donc les pays entre guillemets du soleil, les gens sont bronzés, les gens sont noirs. Ok? Donc finalement, bon, bref, c'est un combat, toujours la même chose, c'est le combat Abel contre Cain, Mbuela contre Cana, donc l'homme noir contre l'étranger, toujours l'homme noir contre l'homme rouge, bien sûr, c'est toujours ce combat en question, donc c'est sur le haut, entre guillemets, l'homme africain, l'homme noir, l'homme d'Amérique du Sud également, hein, contre l'homme froid, entre guillemets, l'homme différent, l'homme étranger, c'est-à-dire l'homme rouge, l'homme européen, l'occidental. Okay, donc forcément, vu qu'il est étranger, lui son but à l'occidental, c'est bien sûr de changer ses mentalités qu'ont les anciens finalement. Donc dès qu'il trouve quelque chose, il se l'approprie et bien entendu ça ne nous étonne pas et ils vont inverser pas mal de choses et nous verrons plus dans nos vidéos, ils ne font bien sûr que ça. Et donc finalement, voici la vraie carte réelle du monde. Donc le sud est en haut, le nord est en bas. Et donc, voici la carte. Donc on voit que l'Australie est en haut, l'Amérique du Sud est en haut, l'Afrique est en haut, et on voit l'Europe, l'Amérique, l'Asie qui sont
en bas. Ok. Et donc, voici en fait la réalité, donc la vraie rose des vents. Donc si le sud est en haut et que le nord est en bas, ici, ce qui voudrait dire que l'ouest c'est là où le soleil se lève, en tout cas où le soleil se couche, pardon, donc c'est donc ici, donc l'ouest est là, ok, et l'est est ici, c'est-à-dire à gauche. Alors que nous, alors d'aujourd'hui, lorsque vous inversez la carte, le côté ouest est ici et l'est est là, en considérant que le nord est ici et le sud est ici. Donc en fait, lorsqu'on fait un 360 degrés, finalement, on retrouve les deux points qui sont l'ouest et l'est. Donc finalement, par rapport aux cartes qu'on nous apprend à l'heure d'aujourd'hui, l'est et l'ouest sont bel et bien situés, et c'est juste le sud et le nord qui sont mal situés. Donc lorsque vous inversez le sud et le nord, donc lorsque vous rétablissez la réalité, c'est qu'en fait, votre ouest finalement, l'ouest qui est, en tout cas l'ouest qu'on apprend à l'école qui est ici, effectivement, ouest, qui est ici, en fait l'ouest n'est pas à gauche, mais l'ouest est finalement à droite. Okay, donc voici bien entendu la vraie rose des vents. Donc finalement ici, lorsqu'on dit en fait le sud-ouest, en fait c'est le haut vers la droite. Lorsqu'on dit le sud-est, c'est le haut vers la gauche. Bon bref, peu importe. Vous avez très très bien saisi. Donc ici, un petit aparté. Donc si on fait par analogie, si on regarde lorsque la carte est à l'endroit, on remarquera que ici, en fait, c'est comme si, en fait, ici, il y avait deux pieds. Ici, ok. Et donc là, on vous a mis, en fait, la représentation que font les savants, ou beaucoup de personnes, de l'archange Saint-Michel ou Saint-Michael, peu importe, c'est la même chose, ok. Nous savons que Michael, on verra plus tard, mais Michael veut dire semblable à Dieu, ok. Et regardez ici, vous avez Satan, nous savons que Satan est toujours représenté par un dragon. Et donc là, par analogie, vous voyez bien que ici, c'est comme s'il y avait un pied qui était en train d'écraser comme une espèce de démon. Ici, là, vous voyez bien comme une espèce de démon. Là. Ok. Donc là, vous voyez bien, c'est comme s'il y avait une espèce de dragon ici, là. Si vous voyez bien. Et là, regardez, si on regarde même mieux que ça, ici, c'est comme s'il y avait une tête qui était là. Et avec ça, il y a tout son corps qui est ici. Ou même, si vous voulez, sa tête est là, ou sa tête est là, ou c'est comme si ici, il y avait deux têtes, ou ici, il y avait une tête et une queue, et ici, il y avait également une tête et une queue. Je ne sais pas si vous le voyez là, vous voyez, de toute façon, en plus, on voit très bien. Et ici, on voit en fait que les deux pieds ici, c'est comme si ça représentait l'archange Michael. Okay, en sachant que l'archange Michael, ça veut dire semblable à Dieu. Et donc, finalement, par analogie, on verra plus tard, mais par analogie, ça voudrait dire que, effectivement, comme par hasard, le jardin d'Éden est ici, et également ici, comme par hasard, ça représente les pieds qui écrasent le dragon, donc finalement, par analogie, l'Afrique plus l'Amérique du Sud plus l'Australie, ce sont en réalité les pays de Dieu. Ok, et l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, ce sont en fait les pays qui représentent Satan. Et donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsque les gens vont conquérir les territoires, c'est toujours pareil, c'est que ceux qui habitent ici sont toujours intéressés par les richesses qui sont au-dessus d'eux. Toujours. Donc ceux qui sont dans ces pays-là vont toujours piller ce qu'il y a en haut pour s'enrichir. Et bien sûr, non pas l'inverse, ce n'est pas ceux qui sont ici qui vont imposer leur politique ou leur manière de penser ici. C'est toujours l'inverse, c'est Satan qui vient, bien sûr, énerver, en tout cas, vient chatouiller
les pieds tout simplement de l'archange Michael qui est ici. Bien sûr, ok. Et donc, si on regarde bien l'Australie, l'Australie est quasiment au milieu, ça voudrait dire que le milieu, ça voudrait dire qu'ici, l'Australie c'est le cœur, ça voudrait dire que l'Australie c'est le cœur ou peut-être la tête de l'ange, de l'archange Saint-Michael, ok. Donc en fait, finalement, c'est un défi entre Dieu, donc les pays de Dieu, l'Amérique du Sud et l'Afrique, contre, contre Satan. Donc c'est le Sud, finalement c'est le Sud, ce qui est en haut, contre ce qui est vers le bas. C'est encore le même combat. Donc si Bouguela vs Cana, donc Abel contre Cain. Donc en fait c'est l'hébreu, c'est l'esclave contre l'étranger. Ok, c'est toujours celui qui est avec Dieu contre celui qui n'aime pas Dieu. Donc c'est pour ça que dans ces pays-là, vous verrez que ils sont toujours en train de critiquer l'autre il est croyant, l'autre il n'est pas croyant, etc., etc. Alors que dans ces pays-là, si vous allez en Afrique, il y a beaucoup de croyances, et alors si vous allez en Amérique du Sud, c'est pareil, ils sont beaucoup croyants. Et en fait, et ça, tout simplement, c'est fait exprès. Mais bon, bref. Donc voilà, voilà. Et donc, souvenez-vous, notre carte qu'on avait étudiée, en tout cas, lorsque nous avons découvert, en tout cas, certaines choses. Donc, souvenez-vous, en rouge, c'était Pichon, donc le Nil d'Égypte. En orange, la rivière d'Atbara. Donc là, on voit Villa ici. Ici, on voit Couche, qui est ici. En bleu, c'est en fait le Nil bleu. Donc c'est Idékel. Là, on a vu le royaume de Sénar. Ici, nous avions la Syrie, qui est ici, donc Assur. Et là, l'Euphrate, qui n'est d'autre en fait que le Nil blanc, et Galade, qui était à peu près ici. Ok, donc pour l'instant, voici ce que nous avions vu, ce que nous avons découvert. Ok. Et ici, souvenez-vous, on avait dit que le jardin d'Éden, bien sûr, c'est la forêt équatoriale du Congo, donc la forêt qui est ici, qui correspond comme par hasard au pays de Canaan, en tout cas au pays des Juifs que Pierre Davati a découvert, et à également l'Amazonie, la forêt amazonienne. Donc la forêt amazonienne plus la forêt équatoriale du Congo, c'est tout simplement le jardin d'Éden. Et souvenez-vous, on avait dit pour le moment que Canaan était ici, donc la terre d'Israël, le royaume d'Israël est à peu près ici, car en fait Pierre Davati, donc Pierre Davati, on vous remet bien entendu les documents, entre guillemets, Pierre Davati, qui est ici. Donc Pierre Davati, souvenez-vous, mort à ok, est un militaire, écrivain et historien et géographe français. Donc c'est pour vous dire que c'est un document fait par un Français, Pierre Davati, donc auteur, vous voyez, il est né au XVIe siècle, ok, et il est mort au XVIIe siècle, à 61 ans, ok. Et là, c'est un Français qui est parti en Afrique, il est pas même parti aussi en Asie, mais bref, où il vous décrit tous les royaumes. Et dans ces royaumes en question, regardez ce qu'on trouve, le pays des nègres, le pays des juifs, écrit en ancien français. Donc pays des nègres, nègre égale noir. Donc là, vous voyez bien que nous n'inventons absolument rien, écrit par Pierre Davati, un français. Et si souvenez-vous, on avait dit, en tout cas on avait dit, regardez ce qui est marqué, c'est un pays des nègres enclos entre les montagnes, confinant avec les montagnes et déserts du Levant, en monts inconnus qui s'étendent vers le Nil, l'empire du Négus, du Midi, à la ligne équatoriale où il y a des montagnes qui vont aboutir au royaume Congo, du couchant, à des monts et à des déserts inconnus qui s'étendent vers le royaume du Bénin du Nord et des montagnes qui répondent au royaume de Doma et de Médra. Ok, donc on l'avait mis à peu près ici, et comme par hasard, ça correspond tout simplement à la forêt équatoriale du Congo, comme par hasard. Ok, donc c'est pour ça qu'on sait que nous sommes quasiment à peu près bons ici, hein, le pays de Canaan. Et si vous voulez bien sûr lire son œuvre, qui est une œuvre magistrale, ok, c'est pour vous dire que Pierre Davati savait très bien qui étaient les Juifs, hein, donc en fait les Juifs actuels que vous appelez Juifs de son
pas du tout, bien sûr, les vrais juifs bibliques. Et vous voyez bien que j'aime bien le répéter. Mais, et là, regardez, description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, avec tous ses empires et ses royaumes. Donc c'est un livre c'est magistral. Il a même fait aussi l'Asie. Je vous invite, bien entendu, à le lire. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Okay, même si on voit bien, bon, il y a des propos un peu racistes, entre guillemets, effectivement, mais il va pas de main morte, et c'est pour vous dire que à son époque, être juif, ça voulait dire tout simplement être noir. Ok? Bon, bref. On va s'intéresser au royaume de Saba. Séba, c'est la même chose. Donc, on va s'intéresser aux localisations les plus répandues. Donc, regardez ce qu'on nous dit. Le royaume de Saba ou de Sheba est un royaume d'Arabie du Sud, aujourd'hui correspondant au Yémen, au nord de l'Éthiopie et dans l'actuel Érythrée. Ce royaume, évoqué par la Bible et le Coran, a bel et bien existé, mais il est difficile de séparer le mythe de l'histoire. Ses habitants s'appellent les Sabéens. Les sources suggèrent une existence bien postérieure à la période biblique du règne de Salomon. Ok. Et si on regarde des cartes, on nous dit les peuples issus des 3 filles de Noé après le déluge. Donc ça, nous avons vu qu'il y a pas mal de choses qui sont fausses. Donc moi, j'aime bien barrer les choses qui sont fausses. Donc nous savons ici que Canaan n'est pas ici. Nous savons que Assour, on l'a déjà vu, n'est pas ici. Donc si Assour n'est pas ici, forcément, Aram n'est absolument pas là. Ok? Donc pour les autres, on va pour l'instant laisser le mystère. Pour l'instant, en sachant que Pout n'est pas ici. Mais bon, bref, on laisse encore également le mystère. Et donc, pour eux, le royaume de Saba est ici en Arabie actuelle. En tout cas, ce que vous appelez à l'heure d'aujourd'hui l'Arabie. C'est ici. Donc en fait, c'est au-delà de ce que vous appelez ici la mer Rouge, juste en face de gauche. Ok? Donc allons vérifier que dit la Bible. Donc dans Ézéchiel 27-22, on nous dit que les marchands de Séba et de Rahma trafiquaient avec toi. De tous leurs meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or. Ils pourvoyaient tes marchés. Donc, on nous apprend que les marchands de Séba, ce sont des personnes, en fait, qui marchandaient des pierres précieuses et d'or. Or, nous savons que le pays de l'or, le pays des pierres précieuses, le pays de l'or, nous l'avons déjà vu, c'est Avila. Et comme par hasard, ici, dans Chronique 1.9, on nous dit les fils de Couche sont Saba, Avila, Sabta, Raïma, etc. Donc là, vous voyez bien que lorsqu'on parle de l'or de pierres précieuses, forcément, il y a forcément Avila qui est à côté. Okay? Donc le pays de l'or. Donc forcément, Avila doit être forcément du côté de l'Arabie. Vu que ils disent que Saba est en Arabie. Donc ça voudrait dire que Avila est également en Arabie. Or, nous avons vu que, attendez, je vais vous mettre un stylet. Donc, souvenez-vous, bon, je vais dessiner très comme ça. Je peux mettre ça. Bon, bref, ça peu importe. Ça, c'est à peu près le Nil. Ici, à peu près, je vais mettre Avila. On l'a vu, Avila, c'est à peu près ici, c'est la croix rouge ici, ok. Donc, finalement, si je trace un rayon ici, ça voudrait dire que l'Arabie est ici. Bon, je vais dessiner mais grossièrement. Hein. Okay. Ça voudrait dire que l'Arabie se trouve dans ce secteur-là. Ok? Mais, regardez ici, on revient à nos moutons, Ésaïe 43.3, on nous dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je te donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ok. Donc l'Égypte, ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Nous savons que l'Égypte est à peu près ici. Donc là, on va mettre le 1 sur l'Égypte. Ensuite, on nous parle de l'Éthiopie, donc ça fait déjà 2. La question qu'il faut vous poser, c'est où est le numéro 3, c'est-à-dire où est le royaume de Saba, en sachant déjà que
l'Égypte et l'Éthiopie, donc Misraïm et Couche, sont en Afrique. Donc, où est le royaume de Saba? Logiquement, ça devrait se situer en Afrique. Logiquement. Mais, bien entendu, je vous laisse réfléchir à cela. Et regardez, c'est vrai que j'ai pas utilisé cette source, mais bon, après c'est la même à peu près qu'ici. Hein. Regardez, il place le royaume de Saba ici dans ce que vous appelez à l'heure actuelle l'Arabie. Donc la question qu'il faudrait se poser, c'est que finalement, si Avila est ici et que c'était des marchands qui trafiquaient entre guillemets les pierres précieuses et d'or, forcément, le royaume de Saba doit se trouver à côté d'Avila, ce qui est un peu logique, ça doit se trouver dans ce secteur-là. Est-ce que c'est au-delà de ce que vous appelez la mer Rouge? Ça paraît peu probable. Mais bref, nous allons voir quand même si l'opinion publique a raison. Maintenant, on va s'intéresser au mont Sinaï, donc on va s'intéresser aux différentes topographies qu'on fait sur le mont Sinaï. Donc, le mont Sinaï est situé au nord-est de l'Égypte, dans le gouvernorat du Sinaï sud, au niveau de la pointe sud de la presqu'île du Sinaï, à 50 km des côtes de la mer Rouge et Delta. Bref. Okay. Donc là, on nous apprend que, en tout cas, on nous apprend. Tout le monde sait que le mont Sinaï, en tout cas, tout le monde sait que à l'heure d'aujourd'hui, pour les spécialistes, le mont Sinaï est situé au nord-est de l'Égypte. Ça, c'est ce que eux disent. En tout cas, c'est ce que disent l'opinion publique. Et ensuite, il y a une autre opinion qui est aussi célèbre. Donc, célèbre dans la tradition biblique, le mont Sinaï est une montagne située selon l'opinion majoritaire dans le Sinaï, donc vous voyez bien, en Égypte. Pourtant, à en croire certains spécialistes, il se trouverait bel et bien en Arabie Saoudite qui serait bien conscient. Donc, on a deux sources. On a l'opinion publique qui nous dit que en Égypte, il y a le mont Sinaï, et on nous apprend que le mont Sinaï se situe en Arabie Saoudite. En sachant que lorsqu'on voit les deux sources, pour ceux qui s'y connaissent pas, nous savons que l'Arabie et le mont Sinaï, forcément, ils doivent être à côté, car on sait logiquement que d'après la Bible, le mont Sinaï est bel et bien en Arabie. Donc s'il est en Arabie, logiquement, il ne devrait pas se situer en Égypte. Forcément. Donc déjà, rien qu'à voir ces deux sources-là, personnellement, déjà, je miserais plus déjà sur la source qui parle de l'Arabie. Ok? Mais bref. Donc, nous allons voir si l'une des sources a raison, ou si l'opinion publique a raison, ou c'est cette source qui a raison, ou peut-être que les deux ont tout simplement tort. Et ici, on vous dit, regardez Sinaï, ça veut dire en hébreu moderne, regardez, il faut bien regarder les définitions. Sinaï, ça veut dire épineux, falaise. Donc en fait, finalement, c'est pour ça qu'on parle du mont Sinaï, de montagne de Sinaï, car en fait, c'est quelque chose qui est élevé, quelque chose qui est haut. Donc en fait, lorsqu'on va découvrir Sinaï, forcément, ça doit être normalement des monts, des montagnes, etc. Et regardez ce qu'on nous dit ici, site exact inconnu. Donc en fait, on nous dit que personne ne sait le site exact. Donc c'est pour ça que certains disent cela et certains disent cela. Okay. Mais moi, je privilégierais déjà plus l'Arabie. Ça, c'est bien sûr c'est niveau personnel. Et donc, on vous fait un petit rappel pour vous dire que veut dire le terme arabe. Le terme arabe. Donc, on a déjà vu dans une vidéo que le terme arabe vient de Loba, de Koba, de Kaba, de Likili, etc. De Kam, sachant que le B est égal le M, donc souvenez-vous de notre ancienne vidéo, donc ça veut dire en fait, c'est comme ça dire celui qui est brûlé, être brûlé, ça veut dire celui qui est noir, celui qui est charbon, donc le terme arabe veut dire parler, affirmer, dire, parler clairement, etc., faire un discours, et donc ça veut également dire l'homme noir du désert, et pour ceux qui sont pas contents, si vous voulez, ça veut dire
l'homme du désert, lorsque vous vivez dans le désert, vous subissez la chaleur du soleil et donc forcément vous devenez noir. C'est pour ça que les habitants qui habitent au désert sont noirs. Ok. Donc le terme arabe veut dire tout cela et encore allez voir notre vidéo sur le terme arabe. Ok. Donc nous sommes partis ensuite aller regarder où se situe ce fameux mont Sinaï. Pour situer le mont Sinaï, il n'y a que la Bible qui peut nous désigner à peu près, vu que c'est dedans dont il est question, il n'y a que la Bible qui peut nous renseigner sur l'emplacement du mont Sinaï. Et donc ici, regardez, dans un passage biblique, dans la Bible, regardez, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Ok, donc là, on nous apprend. Pardon, c'est après. J'aurais dû souligner après d'ailleurs. J'aurais dû surligner ici. Je ne l'ai pas fait. J'aurais dû surligner ici. Non pas. Ok, donc ici, on nous dit car c'est Agar, le mont Sinaï en Arabie. Le mont Sinaï en Arabie. Donc qu'est-ce qu'on nous apprend ici? La Bible nous apprend que le mont Sinaï est en Arabie. Ok, le mont Sinaï est en Arabie. Et qu'est-ce que nous apprend aussi d'autres textes bibliques? Donc, outre ceux qui retiraient des négociants des marchands, qui en apporteraient de tous les rois d'Arabie et des gouvernants du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Et donc, vous regardez, on vous parle de tous les rois d'Arabie, au pluriel. Donc, en fait, il y avait plusieurs rois en Arabie, ici. Et regardez ici, encore un texte biblique, on nous dit l'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays allié. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ici, nous avons ici l'Éthiopie. Ici, nous avons l'Éthiopie. Donc, ici c'est marqué Éthiopie, mais en fait ici c'est marqué couche. Hein. C'est les couches ici, mais bref, l'Éthiopie qui est ici, on nous dit que l'Éthiopie, Pout, Loud, toute l'Arabie et les fils du pays allié. Donc ça veut dire que tous ces pays-là sont ensemble. Tous ces pays-là sont à côté. C'est-à-dire l'Éthiopie, le Pout, l'Oud, toute l'Arabie sont à côté. Donc ça veut dire que à côté de l'Éthiopie, ça peut être ici la Somalie, ça peut être le Soudan, ça peut pas être l'Égypte finalement, ça peut pas être l'Égypte, ça peut être le Yémen, ça peut être peut-être l'Arabie Saoudite, mais ça peut être au fait tous ces pays qui sont là. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, on a vu que le terme arabe veut dire l'habitant du désert, l'homme noir du désert, ou si vous voulez, l'habitant du désert. Or, il y a un petit souci, c'est que ici, en fait, par rapport à l'Éthiopie, par exemple, si on voit ici, il y a plusieurs déserts en Afrique. Ok. Donc, tout le monde pense que l'Arabie, c'est ici. Ok. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Mais finalement, si on fait par analogie, si on fait par les termes, si on fait par les définitions, un arabe, c'est quelqu'un qui habite au désert. Donc, si on regarde bien notre carte, il y a plusieurs déserts qu'on peut observer. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué en rouge ici. Donc, vous regardez, donc il y a tous ces déserts qui sont ici en question avec tous ces pays-là. Il y a les déserts en Arabie Saoudite, Yémen, Oman. En Éthiopie, juste à côté, vous voyez, ici, il y a un désert. Et ici, également, il y a un désert. Ici, également. Mais, déjà, il y en a un qu'on peut déjà enlever. Déjà, dans cela. C'est que celui-ci, on peut l'enlever. Celui-ci, on peut l'enlever. Pourquoi on l'enlève? Car ici,
on dit que l'Éthiopie, Pout, Lou, toute l'Arabie sont des pays et les fils du pays alliés. Donc moi avec eux, avec les pays. Ça veut dire qu'ici, tous ces pays-là sont à côté, entre guillemets. Mais sauf que là, vous voyez bien que la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud sont pas du tout à côté de l'Éthiopie. Ok? Et même pour y aller, finalement, il faudrait ici traverser, là c'est vrai que j'aurais dû dessiner à peu près, donc il faudrait ici à peu près traverser Canaan. Parce qu'en fait, Canaan, d'après Pierre Davati, Canaan c'est à peu près ici. Donc ici, on a Canaan qui est ici. Hein. Donc Canaan serait ici. C'est-à-dire Canaan, on parle d'Israël. Hein, serait ici. Je mets juste ici KN. Donc si Canaan est ici, ça veut dire que les Arabes, en tout cas, lorsqu'on parle de toute l'Arabie, l'Arabie ne peut pas être ici. Ne peut pas être ici. Donc ici, on peut déjà supprimer. Et regardez ici, je vous ai mis tous les pays, en tout cas tous les déserts africains. Donc ici, finalement, celui-ci, c'est celui-ci qu'on peut déjà enlever. Ok, celui de Namibie aussi, pareil, celui-là, on peut l'enlever. L'Angola, Namibie, on peut l'enlever. C'est pas possible que ce soit celui-là, mais tous les autres sont des potentiels déserts arabiques. Ok. Et donc ici, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc là, je vais enlever ce que j'ai fait. Voilà. Donc, voilà pour que vous voyez. Quoique c'est vrai que j'aurais pu garder ça. Pour que vous voyez ici. Donc ici, on a dit que c'était pas possible. Donc ça gêne pas du tout. Et donc j'ai dit, donc on a vu aussi que si les Arabes apportent de l'or à Salomon, c'est que l'Arabie est à côté d'Israël. Donc, par analogie, ici, donc si l'Éthiopie ici, donc il y a un pays qui est allié avec l'Éthiopie, donc soit ce sont les pays qui sont ici, ou soit ce sont les pays qui sont ici, ou soit c'est le pays qui est ici. Donc tous ces pays-là, vu qu'ils apportaient de l'or à Salomon, Salomon qui était à peu près ici, donc dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Israël, donc vous voyez bien, c'est la partie fertile finalement du continent africain, et même la partie où il y a toutes les richesses du monde, qui se situent ici comme par hasard. Bon bref, peu importe. Et donc, si les Arabes apportaient, en tout cas si les rois d'Arabie apportaient de l'or à Canaan ici, c'est que forcément l'Arabie est ici. Mais bon, ça après, c'est juste par analogie. Ça c'est juste par analogie. Ok, ce serait l'Arabie, ce serait ici. Ça voudrait dire que ce que vous appelez ici Arabie Saoudite, ça serait faux. En tout cas, l'Arabie ne désignerait pas, parce que ça voudrait dire que si ils apportaient de l'or à Salomon, ils apportaient de l'or ici, ça voudrait dire qu'ils étaient ici, et ensuite ils traversaient la mer Rouge et apportaient directement l'or ici. Or, ce qui est un peu bizarre, c'est que euh, on nous dit que tous les rois d'Arabie des gouvernements du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon, on ne nous précise pas qu'ils traversaient quelque chose. Après, vous pouvez me dire que oui, effectivement, c'est pas marqué, qui traverse la mer, ça veut rien dire. Ça veut dire que peut-être c'était des marchands qui avaient l'habitude de traverser. Donc la Bible ne va pas répéter, bien entendu, ce fait-là. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais si Canaan est ici, moi automatiquement, l'Arabie devrait se situer dans ces pays en question. Et donc, forcément, si l'Arabie se situe dans l'une de ces régions-là, les Occidentaux ou le monde d'aujourd'hui n'a peut-être pas tort d'avoir mis ici le mont Sinaï ici. Ok? Ça, c'est, entre guillemets, on va dire, une petite analyse. Est-ce que nous avons raison? C'est ce que nous allons voir. Et donc maintenant, on va s'intéresser très rapidement à Ammon. Donc ici, regardez où se situent pour eux les spécialistes, les biblistes, les savants coraniques. Pour eux, le royaume d'Ammon est ici. Okay. Donc vous voyez ici le royaume d'Israël. Donc là déjà, on peut déjà mettre une croix
Donc nous avons déjà vu qu'Israël n'est absolument pas ici. Donc ici, carte fausse. Ici, Beyrouth, Sidon, c'est pas du tout ici. Ça c'est faux. Ici, l'Empire syrien n'est pas ici. On a vu qu'ici c'était faux. Donc ça et ça. Donc si Damas est là, ouais. Donc forcément, si Assyrie est là, forcément Aram n'est pas ici. Donc ça, c'est faux aussi. Ensuite, donc tribu arabe, ça c'est correct. Le reste, pour l'instant, c'est à découvrir. Ok? Et oui, donc forcément, si Israël n'est pas ici, forcément, la Judée n'est absolument pas ici. Donc tout ça, c'est faux. Ok, donc on revient à nos boutons. Donc, ils nous disent que Ammon est ici. Donc par analogie, ici, sachant qu'Israël, c'est là à peu près. Donc pour eux, Ammon est à peu près ici. Hein. Donc Ammon est à peu près ici. Donc on voit ici en plus Damas, parfait. Donc Damas ici, donc on va dire c'est à peu près la Jordanie. Ok, la Jordanie, une partie de l'Irak ou de la Syrie. Pour eux, c'est ici le royaume d'Ammon. Ok. Donc ils nous marquent tribu arabe. Donc là, ils n'ont pas tort de dire tribu arabe. Les tribus arabes, c'est pas tort, car on a vu que arabe, c'est habitant du désert. Donc il faut bien faire la distinction de arabe et Arabie. L'Arabie est un royaume. Ok, l'Arabie est un royaume. Mais le royaume d'Arabie, à l'intérieur, il y a des Arabes, car en fait, il y a des personnes qui habitent dans le désert. Mais les personnes du désert également sont également des Arabes, mais pas forcément gouvernées par des rois d'Arabie. Et donc, c'est pour ça qu'ici, la Bible nous le précise, nous le dit très bien. Regardez ici, ils nous disent à tous les rois d'Arabie. Donc, à tous les rois d'Arabie. Donc, Arabie égale ici un royaume. À tous les rois d'Arabie et à tout le roi des Arabes. Donc, vous voyez bien qu'ils font la distinction entre les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert. Ok, donc il y a les Arabies, en tout cas il y a l'Arabie, pardon, et il y a les rois des Arabes qui habitent dans le désert. Donc, lorsque vous dites tribu arabe, lorsque les gens pensent que être arabe, c'est habiter ici en Arabie Saoudite et dire qu'ils sont les vrais Arabes, c'est absolument faux, car un arabe, c'est un habitant du désert. Ok, ça il faut bien comprendre et on précise bien que être arabe, c'est quelqu'un qui subit la chaleur du soleil. Subir la chaleur du soleil, c'est tout simplement devenir noir. Donc être arabe, c'est quelqu'un qui est noir. Ok, ça il faut bien faire la distinction. Ok, et on vous en tout cas, on vous refait un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu dans nos anciennes vidéos, souvenez-vous, donc les 4 frères pour les spécialistes, donc c'est Misraïm qui est l'Égypte, donc ça à peu près on l'a à peu près vérifié, même si on le revérifiera encore plus tard où est l'Égypte. Donc ça, on va dire que c'est vérifié. Pout, Afrique du Nord, donc ça, on n'a pas encore fait, donc ça c'est un point d'interrogation. Mais déjà, souvenez-vous, tout à l'heure, on a vu que l'Éthiopie et Pout étaient des pays alliés. Pays alliés, forcément, ça veut dire que Pout est à côté de l'Éthiopie. Donc si Pout est à côté de l'Éthiopie, forcément Pout n'est pas l'Afrique du Nord. Mais bref, ça on verra plus tard. Bon. Et Kouch c'est l'Éthiopie, même si c'est l'Éthiopie et l'Érythrée, peu importe, ça c'est pas grave, on a vérifié. Et Canaan c'est forcément en Afrique, donc ça c'est vérifié, donc ça c'est bon. Donc vous voyez bien, souvenez-vous, si Misraïm est en Afrique, si Pout est en Afrique, si Kouch est en Afrique, forcément Canaan est en Afrique, hein, bien sûr, les 4 frères. Donc si les frères de Canaan sont en Afrique, forcément lui-même est en Afrique, donc c'est logique, ça coule de source, c'est facile, bim bam badaboum, voilà. Ok. Donc là, nous, on va voir où est ce fameux royaume d'Ammon qui, eux, ils situent ici. Donc, que veut dire Sinaï? Donc Sinaï veut dire falaise, épineux, et Ammon veut dire caché, devenir sombre. Ok, donc là, on n'invente rien. Ici, regardez, Sinaï, épineux, falaise. Donc ça, on a vu que le site exact il était inconnu.
Et Ammon, ici, regardez ce qu'on nous dit sur Ammon. Donc c'est appartenant à la nation. On nous dit ça vient de Am, qui vient de Ami, Hami, mon peuple, qui vient de la nation, les gens, les personnes, qui vient de Amam, qui veut dire obscurir, assombrir, devenir sombre, assombrir, éclipser, perdu son éclat, caché, surpassé. Donc déjà, on nous apprend déjà que les Ammonites, ici, vous voyez bien, vous avez bien, on n'est même pas parti voir les langues africaines, même pas parti voir les langues anciennes, que l'hébreu moderne nous apprend que Ammon veut dire obscurcir, assombrir, devenir sombre. Donc vous voyez bien, devenir sombre, assombrir, devenir sombre, ça veut dire que forcément, si vous devenez sombre, vous êtes noir. Ok? Et regardez, obscurcir, ça veut dire que là, on nous apprend que, regardez, perdre son éclat. Donc forcément, lorsque vous subissez simplement la couleur, en tout cas, lorsque vous subissez la chaleur du désert, en tout cas la chaleur du désert plus le soleil, forcément vous devenez très sombre et bien sûr vous perdez tout simplement votre éclat. Donc on nous apprend que les Ammonites ici sont des hommes noirs. Et forcément, dans notre analyse, nous avions raison car les Ammonites, nous savons très bien que les Ammonites et le mont Sinaï, entre guillemets, sont un peu à côté. Et donc finalement, Ammonite, l'Arabie, etc., tout ça normalement devrait être à côté. Donc c'est pour ça qu'ici c'est marqué assombrir, devenir sombre. Hein. Car en fait, les Ammonites et les habitants du mont Sinaï, et les habitants pardon, de l'Arabie, parce que le Sinaï est en Arabie, forcément, leurs origines aux Ammonites et aux Arabes sont similaires. Donc, et là vous voyez bien, traduction directe de l'hébreu moderne, assombrir, éclipser, ça, je ne vous apprends absolument rien. On n'a même pas fait d'effort, juste des recherches. Et regardez ce qui est extraordinaire. On vous sort une carte d'Afrique de 1630, donc 17e siècle par Willem Blaeu. Cartographe, navigateur, regardez. Donc ici, c'est une carte de l'Afrique qu'on a déjà vue auparavant dans nos anciennes vidéos. Si on zoome ici, si on zoome sur cette partie-là, d'Afrique ici, cette belle partie ici, regardez ce qu'on trouve. En zoomant, regardez ce qu'on trouve. On trouve Sini. Sini. Et que veut dire Sini? Souvenez-vous, montagne, épineux. Et regardez ce qui est décidé ici, des montagnes épineux. Et regardez juste à côté du mont Sinaï, donc juste à côté du mont Sinaï, nous avons Ammon. C'est bien marqué ici, vous avez Ammon. Donc les Ammonites sont ici. Et regardez ce que nous apprend la carte. Également, on voit ce fameux territoire de Saba, Seba, les Sabéens. Regardez, ils sont juste ici. Et si vous regardez aussi un peu plus loin, on voit ici Gohareg. Ici Gougan. Okay, Gohareg. Et regardez, ça c'est encore un petit aparté. Pour ceux qui ne savent pas, donc je vais marquer ici Goa. Donc Ga, je ne lis pas bien, mais Gaoga. Ici. Donc la partie consonantique, c'est les deux G ici qui sont là. Ok. Donc la partie consonantique, c'est les deux G, donc les deux consonnes. Donc la signification, c'est les deux consonnes. Ok. Et donc si on rajoute une voyelle, ça nous donne. Regardez ce que ça nous donne. Si vous l'avez bien vu, ça nous donne Gog. Et oui, et que veut dire Gog? Gog veut dire tout simplement montagne. Et qu'est-ce que vous avez ici? Regardez ici, qu'est-ce que vous avez ici sur cette carte? Vous avez des montagnes. Donc dès que vous avez des montagnes, on vous parle de Goareg. Donc Goareg qui veut dire tout simplement ici Goa qui veut dire tout simplement montagne. Et donc lorsqu'on parle de Gog et Magog, regardez de quoi on parle. On parle de montagne. Donc vous voyez bien que tout est vérifiable
Et ça, nous l'avons vérifié. Et donc, pour ceux qui avaient des doutes, vous avez bien vu que ici, on vous a prouvé encore une fois que finalement, le récit biblique est encore en Afrique et que même les anciens explorateurs et navigateurs sûrement le savaient, bien entendu. Hein. Et donc, eux qui aiment dire que le mont Sinaï est à l'est, donc il me semble qu'il est là, il semble qu'il est là, ils le mettent ici, le mont Sinaï, nord-est, donc ils le mettent ici. Ouais, voilà, ils le mettent ici parce que eux, ils disent que la mer Rouge, elle est là, donc soi-disant Moïse, il aurait traversé là, soi-disant celle que vous appelez mais la mer Rouge, mais on verra que ça s'appelle pas la mer Rouge, mais bon bref, peu importe. Donc il a traversé ici, soi-disant, et il sera parti ici au mont Sinaï qui est ici. Or, nous savons qu'ici, Israël n'est absolument pas ici, donc Israël, en tout cas le pays du Canaan, d'après Pierre Davati, il serait ici. Donc en fait, finalement, Moïse n'est pas allé à droite, en tout cas à droite. Ouais, on va dire c'est à droite. Il n'est pas passé par là. Il est passé tout simplement de l'autre côté, ici. Donc il est passé de l'autre côté. Donc finalement, qu'a traversé Moïse? C'est la question, bien entendu, qu'il faut se poser. Où est réellement la mer Rouge? Parce que si, là nous venons juste de voir que Sinaï n'est pas ici, donc Sinaï est ici, les Ammonites sont là, le royaume de Sabien est là, ça veut dire que Moïse n'est pas allé vers là-bas. Moïse est allé de ce côté-là. Donc, quelle est la mer que Moïse a traversée? Ça, on le verra dans une prochaine vidéo et on ira voir que signifie en réalité la mer Rouge. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, cette fameuse mer Rouge ici, que tout le monde pense être la mer Rouge, mais en fait, c'est absolument pas la mer Rouge. Donc, bref, peu importe, ça c'est pas grave. Et si on fait, si on fait par analogie ici, en fait, finalement, ce qui est en plus exceptionnel, ce qui est extraordinaire, c'est pour vous dire que tout est bien gardé. Si on fait par analogie là, Sini, Ammonite, Saba, en fait, finalement, tous ces monuments-là, en fait, se situent en Libye. Donc le mont Sinaï se situe en Libye, à peu près là, ici, hein, en Libye. Les Ammonites sont des Libéens, Sabéens. Ici, c'est à peu près la Libye, sûrement une partie de l'Égypte. Ici, donc, ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que, comme par hasard, avant les Grecs appelaient l'Afrique la Libye. Okay, comme par hasard. Et comme par hasard, la Libye s'appelle Libye. Et donc, est-ce que c'est un hasard que la Libye présente tout simplement le fameux mont Sinaï? Je vous laisse tout simplement réfléchir à cela. Et donc, effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que vu qu'on a trouvé le mont Sinaï, ça voudrait dire qu'ici, si on fait par analyse, pardon, ça voudrait dire que l'Arabie, si on pouvait situer l'Arabie comme ça, en tout cas, attendez, je vais faire à peu près comme ça. Donc, si on devrait situer à peu près l'Arabie à vue d'œil, ça serait ici. Ok? Ce serait ici, ou voire peut-être même je dis ici, mais peut-être que je dis une connerie, hein, peut-être que, en tout cas, vu que le mont Sinaï est en Arabie, peut-être que l'Arabie est ici. Ok? Si l'Arabie est ici, donc, on parlait des pays, des pays alliés, donc le pays allié ici, nous avons le Soudan, ok, pour l'Éthiopie, et nous avons également le Tchad, et nous avons effectivement la Libye. Et donc là, c'est logique. Bon, l'Égypte, nous, on peut l'éliminer, mais et donc les pays alliés que nous parle la Bible, donc ce serait ici l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, la Libye. Et là, c'est logique. Et là, nous sommes bien, bel et bien dans le texte biblique. Donc vous voyez bien que, juste en vérifiant ces choses en question, nous avons découvert
le mont Sinaï, les Ammonites et les Sabéens, chose que personne, en tout cas personne au monde, en tout cas je n'ai jamais entendu que quelqu'un a trouvé le mont Sinaï. Nous sommes, je pense, ou peut-être les premiers. Donc, conclusion. Donc, une conclusion, il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais faire une vidéo de moins d'une heure, mais j'ai pas réussi. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir et à aborder. Donc, finalement, on a fait une très très grande découverte dans cette vidéo. Donc, le mont Sinaï se trouve bien dans la Libye actuelle, avec les Sabéens, les Sébains, et avec aussi les Ammonites. Ok, donc ça, c'est ce que nous avons découvert dans cette vidéo. Donc on a vraiment avancé, notre carte va commencer à ressembler à quelque chose et ça confirme bien entendu que ce que nous disons depuis le début de notre vidéo, que tous les royaumes bien sûr bibliques finalement sont bel et bien des royaumes africains et nous n'inventons rien, nous sommes juste partis vérifier sur des anciennes cartes et les anciennes cartes ont parlé et en plus sans erreur. Et regardez ici, à votre avis, donc, où est réellement cette fameuse mer Rouge? En tout cas traduit à l'heure d'aujourd'hui par la mer Rouge, mais finalement, si vous allez voir bibliquement, en tout cas si vous allez voir au niveau moderne, en fait c'est traduit par la mer des roseaux. Donc finalement, si Moïse n'a pas traversé la mer Rouge actuelle, qu'a-t-il traversé pour aller en Libye? C'est la question qu'il faudrait vous poser. Quelle est la mer qu'il a traversée pour aller en Libye? Okay, donc ça, c'est la question qu'il faudrait vous poser, même si on vous a quasiment donné la réponse, mais ça, on verra beaucoup plus tard. Et donc finalement, si on regarde bien, en fait, toute cette carte est fausse. Il n'y a qu'un seul truc bon dedans. Oula, j'ai pris la mauvaise couleur. C'est plutôt le rouge. Donc en fait ici, tout ça est faux. On peut barrer. Il n'y a qu'une chose qui est vraie, donc ça, je vais entourer ça en vert. C'est ça, en disant ici tribu arabe, ils n'ont pas tort, car arabe veut dire habitant du désert, donc dire ici que c'est des tribus arabes, ça, on ne peut rien les enlever. Ils ont fait de l'excellent travail, en tout cas l'excellent travail. Et ils ont dit la vérité juste sur cela, mais tout ce qui est ici est faux, car, bon, nous on sait qu'Israël n'est pas là, donc si l'Israël n'est pas là, c'est-à-dire que la Judée n'est pas là, sachant que les Philistins, c'était un royaume qui faisait souvent la guerre à ce que vous appelez Israël, donc forcément, ça veut dire que les deux sont côte à côte, donc ça déjà on peut éliminer. Donc si Ammon est ici, en sachant qu'on a vu qu'Ammon n'est pas là, donc si Ammon n'est pas là, forcément, Aram n'est pas là, Moab n'est pas là, Edom n'est pas là, forcément. Et ici, l'empire assyrien, on a déjà vu que c'est pas là. Et en sachant que Assur et Aram sont frères, ils sont à côté, donc forcément, vu qu'on a trouvé l'Assyrie, forcément, tout ce qu'il y a ici en réalité se retrouve finalement en Afrique. Ok? Donc j'espère que le contenu de la vidéo vous a plu. Je vous dis ciao ciao, étudions, étudiez.